Amour. 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 Chers auditeurs, chères auditrices, chers non-binaires, bonjour et bienvenue dans Amour le podcast. Voilà, le thème est posé. Je t'imagine intriguée. Je ne vais pas te faire languir trop longtemps. Ici, on parle d'amour sous toutes ses formes et de façon décomplexée. Amour pour soi, amour des autres, de relations diverses, de faire l'amour ou de ne pas le faire, de sexualité en général, avec bienveillance et respect. Mais ici, on parle aussi d'amour-passion. La passion d'un sport, d'une activité, un talent, un métier passionnel. C'est quelque chose qui apporte de la confiance, du bien-être, des rencontres et toujours de l'amour. Je suis Isabelle, j'ai un fils de 5 ans. J'ai été infirmière pendant 12 ans et de par mon ancien métier passionnel, j'ai pu écouter beaucoup d'histoires et rencontrer des experts de l'amour. Mais j'ai aussi rencontré des personnes qui m'ont magnifiquement parlé d'amour. Alors, j'ai décidé de créer ce podcast et d'aller à la rencontre de toutes ces personnes pour qu'ils te racontent leur vision de l'amour. De nos échanges, tu vas découvrir, rire, pleurer, t'informer et je te propose même de participer. Sur ma page Instagram, Amour le podcast, tu vas pouvoir poser des questions aux invités des prochains épisodes. Je choisirai 2-3 questions que je leur poserai lors de l'enregistrement. Et toi, tu auras le privilège de recevoir l'épisode avant sa diffusion. On peut aussi se retrouver sur tous les réseaux sociaux d'Amour le podcast, YouTube, TikTok et Facebook pour parler d'amour. Et si cet épisode t'a plu, tu peux aussi t'abonner, mettre des étoiles d'amour, donner ton avis et surtout le recommander. Bonjour et bienvenue dans Amour le podcast. J'espère que vous vous sentez bien. Aujourd'hui, je reçois Maxime. Comme vous l'avez lu dans la description, on va parler contraception masculine. Bonjour Maxime. Bonjour Isabelle, merci de me recevoir. Avec plaisir. Comment tu te sens aujourd'hui ? Eh bien écoute, je me sens bien, il fait beau et je passe une belle journée. Tout va bien. Et je t'ai pas demandé, on discute depuis plusieurs fois, t'habites dans quel secteur au fait ? Je me déplace, je vis à bord d'un bateau qui réalise un tour d'Europe pour sensibiliser sur le sujet. Et donc actuellement, je suis du côté de Marseille. D'accord, oh, c'est génial, c'est trop bien. Bon, on en reparlera après, tiens, ça m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. On va parler contraception masculine et on va prendre tout. En fait, Maxime est, comme vous l'avez lu, l'inventeur de l'AndroSwitch. Et donc, ce dispositif n'est pas autorisé par la Haute Autorité de Santé. Donc, on va prendre des pincettes un peu pour parler de l'anneau. Maxime, j'aimerais revenir au départ par la création. Comment t'es venue l'idée de créer cet anneau contraceptif ? Eh ben, c'est parti d'une histoire de couple et de recherche sur les contraceptions qui existaient à l'époque. C'était en 2016. Et donc, on était un peu dans des impasses contraceptives comparativement face à ce qu'on nous proposait d'habitude en termes de choix contraceptifs. Et donc, par hasard, je suis tombé sur l'association Ardecom, qui est l'association pour la recherche et le développement de la contraception masculine, qui est l'association un peu pionnière en la matière des années 80. Et donc, par hasard, j'ai appris l'existence de 2 alternatives pour les garçons, une méthode hormonale sous forme d'injection intramusculaire de testostérone et une autre méthode basée sur l'utilisation de la chaleur de son propre corps qui permet d'arrêter la production des spermatozoïdes. Donc, c'est vraiment, ça a été une découverte. Étant moi-même du milieu professionnel paramédical, ça a été aussi une découverte en tant que Précisons que t'es infirmier, du coup. Oui, c'est ça. Ouais, je suis infirmier. À l'époque, je bossais dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc, j'étais déjà sur des dynamiques de précarité, de grande précarité. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point les personnes avec testicules étaient elles aussi en situation de grande précarité. Et ce, au XXIe siècle et en Occident. Et ça m'a un peu énervé. Donc, la thermique, j'ai voulu la pratiquer. À l'époque, faut savoir qu'elle était tout sauf accessible. Les dispositifs n'étaient pas relayés par le biais d'associations au niveau local. Il y avait très peu de tutoriels sur Internet, très peu d'informations. Et le seul moyen de s'en procurer un, c'était d'aller dans un centre hospitalier à Toulouse et d'attendre 3 mois pour peut-être obtenir ce fameux dispositif.
Et donc, fort de cette contrainte en termes d'acceptabilité et pourtant de cette qualité en termes d'essais cliniques au regard des efficacités, de l'absence d'effets secondaires et tout ça, il était plus simple pour moi d'inventer un nouvel objet et donc de faire une rupture en termes d'innovation. C'est-à-dire avant, les gens utilisaient des choses en textile pour se suspendre les testicules. Et moi, je suis parti du silicone, de cette technologie-là qu'on connaît bien dans le milieu médical, pour me dire est-ce qu'un simple anneau en silicone ne suffirait pas pour se suspendre les testicules. Et c'est comme ça que l'aventure de l'AndroSwitch a commencé. Du coup, vous avez dû entendre un autre épisode avec le docteur Delaunay, qui est sexologue, andrologue. Et on avait parlé justement comment on appelle ça, le Jockstrap. Jockstrap, voilà, du jockstrap. Et du coup, c'est de ce dont tu parles, du coup, c'est ça l'autre. Oui, alors le jockstrap, c'est la V2. La V1, c'est encore pire que ça. C'est un slip avec un trou et des élastiques qui a été breveté et qui donc est parti du CHU de Toulouse. Les réseaux militants l'ont un peu amélioré, donc ils ont enlevé le slip, ils ont gardé les élastiques, ça a donné un jockstrap, c'est un harnais que les sportifs de haut niveau connaissent bien, surtout en athlétisme. Voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment pour maintenir les testicules et donc stabiliser cette partie. Et donc voilà en gros ce qu'il existait quand moi j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et puis depuis, avec ce petit anneau en silicone, il y a eu une réelle révolution en cours au niveau des pratiques et de l'équité contraceptive. Et du coup, au départ, toi, tu l'as testé toi sur toi et après, tu l'as testé aussi avec des amis, etc. pour savoir exactement comment ça fonctionnait, l'anneau? Ah ouais, non, mais moi, j'étais en lien avec les professeurs à Toulouse. J'étais en lien avec pas mal de médecins et de réseaux militants. Donc, ma démarche, je l'ai balisée avec les professionnels de santé et les gens qui s'y connaissaient dans ce milieu-là. Donc, oui, je l'ai d'abord testé sur moi parce que le but du jeu, c'était de me trouver un moyen pour moi. Il n'était aucunement question à l'époque de développer ça à l'échelle d'un territoire et encore moins aussi grand que l'Europe. Donc, c'était pour moi. Et pour la petite histoire, ça a commencé avec des anneaux toriques qu'on retrouve en magasin de bricolage en plomberie, où j'ai testé l'idée, en fait, à savoir si, voilà, un objet de forme annulaire, est-ce que si on insère verge et scrotum à l'intérieur, est-ce qu'il y a bien un phénomène d'ascension du testicule au niveau de la poche pubienne? Il s'est avéré que oui, c'était tout à fait désagréable. Mais voilà, le principe, en fait, était là. Et de là, voilà, l'histoire technologique et puis humaine a pu commencer pour moi et elle est devenue collective au final bien de 2 à 3 ans après. C'était vraiment quelque chose de Alors, personnel. moi, j'aimerais que tu nous expliques exactement. Bon, c'est un podcast, donc c'est plus compliqué, mais qu'on essaye de visualiser un peu la façon dont tu le mets, en fait, cet objet, cet anneau. Alors, faut vraiment vous visualisiez un anneau, une bague, en fait, à l'intérieur de laquelle est insérée la verge au repos, en fait. Donc, la bague est glissée comme on glisse une bague à un doigt, on glisse l'anneau à la verge, en fait. Et une fois que ça c'est fait, on vient délicatement saisir le scrotum, qui est la poche, qui est en dessous de la verge, et on vient la glisser, en fait, à l'intérieur de l'anneau. Et en glissant cette poche dans l'anneau, les testicules, en fait, vont naturellement ascensionner, en fait, contourner la racine de la verge et venir se positionner au niveau du pubis, qui est un endroit que la plupart des garçons connaissent, parce que ça arrive quand il fait froid, quand on a un orgasme assez puissant, quand il n'y a pas de place entre les jambes. Mécaniquement, les testicules vont se loger dans cette position haute. Et donc, en fait, c'est aussi simple que ça. Une fois que justement le scrotum et la verge sont passés à l'intérieur, les testicules se retrouvent en position haute. Les canaux inguinaux de chaque côté sont fermés en fait par l'anneau. Et donc, les testicules se retrouvent dans cette poche pubienne. Et dans cette poche pubienne, le testicule ne peut plus réguler sa température, ce qui peut amener à un état contraceptif. Voilà, et justement, je voudrais revenir parce que je vais faire le lien vraiment avec cet épisode avec le docteur Delaunay. On en avait parlé justement de cette... en fait, notre corps est à 37, mais le but, c'est de justement modifier la température pour que les testicules ne produisent plus de spermatozoïdes. C'est ça à peu près, en clair? C'est ça. Ok. C'est ça. Les testicules sont excentrés du corps pour produire des spermatozoïdes. La chaleur chez les mammifères, enfin chez les humains, pas chez tous les mammifères, mais en tout cas chez les humains, c'est comme ça que ça marche. La chaleur vient, la chaleur du corps, donc 37 degrés, vient agir comme un robinet. C'est un robinet thermique. La production s'arrête dans l'heure, mais c'est vraiment radical. Ouais.
En gros, on a tous vécu des périodes de baisse de fertilité en tant que personne avec testicules lorsqu'on a eu un épisode de fièvre, par exemple. Naturellement, les testicules se retrouvent à une température supérieure à celle à laquelle devraient être. Et donc, il y a souvent une baisse de fertilité post-épisode de fièvre. Donc voilà, c'est un mécanisme qui est assez bien connu, voilà, qui a été utilisé à visée contraceptive depuis maintenant quasiment un demi-siècle et sur lequel il y a plus d'un siècle de recherche et qui était plutôt orienté sur comment augmenter la fertilité des garçons, donc comment éviter de réchauffer les testicules et non pas à des fins de contraception parce que vous vous en doutez, les bijoux de famille, on touche pas, ça reste quelque chose d'un peu sacré et au sein d'une domination patriarcale encore assez présente. Exactement. Et je voudrais revenir justement sur enfin voilà, tu parles de recherche, etc. Est-ce que tu as pu mener des études? Est-ce que tu as pu financer des études par rapport à ton anneau? Alors moi, j'ai pas financé d'études par rapport à mon anneau parce que ça coûte très cher ce genre de choses. Oui. C'est des dispositifs qui ont été du coup testés par moi, mais aussi par l'ensemble des réseaux militants et puis plus largement après par une partie du corps médical et qui maintenant là c'est disponible depuis 2019 dans le commerce. Depuis 2020, en fait, on observe en fait une recrudescence en termes de littérature scientifique et d'intérêt des chercheurs, que ce soit des futurs médecins, que ce soit des futurs anthropologues, designers, etc. Donc en fait, il y a un foisonnement de thèses et d'articles scientifiques tant sur l'efficacité, l'acceptabilité de la méthode et de l'anneau, qui sont tous assez, vraiment qui plébiscitent en fait à la fois la démarche et l'utilisation de ce dispositif. Donc on n'a pas encore ces fameux essais cliniques qui permettraient d'avoir des autorisations de mise sur le marché pour faire rapide. On est toujours en recherche de fonds. Donc, si vous avez 1 million d'euros que vous ne savez pas quoi en faire, merci de le prêter à la coopérative Entrelacs qui vous le rendra plus tard. Mais voilà, 1 million d'euros, c'est rien pour pouvoir évolutionner les pratiques contraceptives à l'échelle d'un territoire large comme l'Europe. Donc, pensez-y. Donc voilà, ces essais sont en cours de design, sont en train d'être dessinés en fait, et la coopérative Entrelacs du coup est en demande de subvention auprès de différents organismes pour lever ce fameux 1 million d'euros. D'accord. Ça ne saurait tarder. Croisons les doigts pour qu'ils aient ce financement. Ce serait vraiment cool. Et vous avez pensé justement à des cagnottes collaboratives ou ce genre de choses ou pas du tout? Oui, alors c'est le principe même, c'est pour ça que c'est une coopérative. Il faut savoir que dans le monde des dispositifs médicaux, seuls les lobbies pharmaceutiques, normalement, peuvent mettre sur le marché des dispositifs. Là, on vient prendre clairement le contre-pied et faire une innovation sociale majeure en termes d'accès à la réglementation en proposant un nouveau format de société qui est la coopérative. Et par ce format-là, tout individu, en fait, qui a envie de participer à choisir qu'est-ce qui arrive sur le marché ou pas en termes d'objets contraceptifs peut intégrer cette coopérative et donc prendre une part. Et bien sûr, il y aura prochainement des appels à sociétariat massifs sous forme de cagnotte ou autre, justement pour augmenter le capital social de la coopérative. Parce que le pari un peu fou, c'est de se dire on va s'en saisir nous-mêmes en tant que société civile. Donc, la société civile, c'est qualitatif, mais c'est aussi quantitatif. Donc, à nous de rejoindre cette coopérative individuellement aussi. Je vais mettre le lien justement en description d'Entrelacs pour les soutenir aussi. Je voulais revenir sur le fait aussi, alors parce que tu m'avais parlé en préparant une interview que du coup, vous ne pouviez pas le vendre. Alors, non, voilà. La base, vous l'avez vendu en pharmacie en fait, cet anneau contraceptif. À la base. Non, pharmacie. Non, pas en pharmacie, simplement en ligne. En ligne, d'accord. Et vous l'aviez vendu en anneau contraceptif au départ. Vous aviez réussi à le mettre, à le vendre en anneau contraceptif. Pendant combien de temps et pourquoi qu'est-ce qui s'est passé pour que la vente d'anneaux contraceptifs s'arrête? Oui, alors. Pas que la vente, c'est pas que la vente s'arrête, mais que vous ayez dû changer le type de vente. Je te laisse nous raconter cette histoire, ça. Oui, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire en soi qui montre aussi les freins en fait au niveau de la société et des possibilités de développement et de réappropriation d'une société civile sur des outils quoi. L'anneau, il s'est vendu à
à plus d'une dizaine de milliers d'exemplaires dans le monde, principalement en France, mais dans le monde aussi, et ce pendant 2 ans. Et le problème en fait de cette innovation qui a été plébiscitée, c'est que en fait elle commençait à faire tellement de bruit qu'elle était visible partout. Et malheureusement, du coup, par manque en fait d'argent et de financement, hein, parce que je suis pas le seul à avoir voulu lancer des dispositifs de contraception Oui. thermique, hein. On s'est tous confrontés à ce plafond de verre, disant oui, mais vous êtes des petits artisans, vous êtes des petits chercheurs, vous n'êtes pas des lobbies pharmaceutiques, et les lobbies pharmaceutiques ne veulent pas les développer parce que ça leur ferait perdre des parts de marché. Donc on s'est tous confrontés à cette réalité-là. Et là, avec l'anneau, en fait, la vague de changement est devenue tellement importante qu'en fait, la partie conservatrice des médecins experts, soi-disant en la matière, les urologues et les andrologues, la vieille garde, hein, je parle de ceux qui vont bientôt partir à la retraite dans 10 ans, on n'entendra plus parler. En tout cas, ceux qui s'accrochent à dire oui, nous voulons une contraception, et en fait, qui dans les faits font tout pour tout sauf en fait permettre en fait l'avènement de ces contraceptions. Oui. On saisit justement la police sanitaire, parce qu'il y a une police sanitaire, pour leur dire mais rendez-vous compte, ce petit objet, certes, est tout à fait safe, mais il n'y a pas le fameux marquage CE, donc s'il vous plaît, arrêtez tout ça, sinon nos discours d'urologues, réac et conservateurs ne tiendront plus la route sur la scène publique. Donc la police sanitaire est venue à moi me dire je suis vraiment désolé, mon monsieur, mais bon, faut faire quelque chose, quoi. Je leur ai dit oui, du coup, voilà. D'où la naissance de la coopérative et la reprise de mon travail par un artiste qui, depuis ses forges d'Uranus, qui s'appelle LSF, qui est l'acronyme de liquide sans foutre, propose en fait des objets décoratifs, des talismans réversibles, mais qui sont uniquement des objets décoratifs que vous pouvez poser sur votre cheminée. Ouais, parce que du coup, j'ai vraiment trouvé ça dingue. Du coup, en regardant le site, en me disant, mais on dirait vraiment un objet de déco. Et puis, du coup, d'appeler ça un talisman, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et quand on en a discuté, je me suis dit, je comprends maintenant pourquoi vous avez été obligé de le mettre en talisman. Mais c'est quand même dingue de vendre un objet comme ça. Parce qu'après, du coup, moi, j'en ai parlé à des amis en leur disant, mais tu te rends compte qu'on est obligé de faire semblant que c'est de la déco, quoi. Voilà, parce que cette histoire est tellement dingue, en fait. Je trouve ça tellement fou de te dire, on en est à ce point-là, quoi. Donc, bon, du coup, vous l'avez appelé Thorem. Alors, Thorem, c'est la société qui a apporté l'Andro Switch et qui portera l'Andro Switch une fois la certification obtenue. Le nom de l'anneau, c'est donc un Andro Switch. Et donc voilà. Donc, voilà pourquoi Thorem, peut-être aussi, tout simplement parce que en fait, cet anneau, il a la forme d'un tore. C'est un objet mathématique, hein. Le tore, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans la nature, parce que l'anneau, cette technologie est issue du biomimétisme, clairement. Donc c'est à la fois très simple et très sophistiqué dans son design minimaliste. Et donc c'est pour ça que c'est un tore. Le tore, c'est aussi une rune qu'on retrouve en fait dans les religions anciennes catholiques et chrétiennes dans les mondes germains. C'est une rune qui vient représenter en fait le principe plutôt masculin en fait. Et le M de amour, parce qu'en final, en fait, on est en phase, du coup, il y a une construction du masculin qui a amené des déviances totales type patriarcal. Là, on est dans une phase de déconstruction et on va vers une transformation au final derrière. Et donc, il y a ce retour-là aussi à repenser en fait ce masculin sans le détruire en tant que tel, une polarité à conserver, mais à repenser, à mettre à sa place à côté de manière équitable en fait au pôle féminin. Donc voilà, c'est ce mot-là. Ouais. C'est très, très beau. On va rentrer, entre guillemets, dans le vif du sujet, parce que j'aimerais qu'on explique exactement... le port, on l'a un peu expliqué tout à l'heure, mais moi, j'aimerais savoir combien de temps il faut le porter, quelle est l'efficacité, voilà, tout ce que tu m'avais expliqué une fois, j'aimerais que tu puisses le réexpliquer là, maintenant. Ouais. Les conseils de port. Alors, il y a les conseils de port, puis il y a un protocole médical autour de la contraception thermique. Hein. C'est pas, il y a le port d'objets qui ont une finalité qui est de suspendre les testicules, qui ne sont pas des principes actifs. Hein. L'objet en lui-même ne porte pas l'action de la contraception. Voilà, la contraception se fait par une énergie que vous produisez vous-même, qui est la chaleur de votre propre corps. Donc, autant vous dire qu'en circuit court, il n'y a pas mieux. Ça, c'est la première nouvelle en termes d'impact, quoi. Vous produisez vous-même votre propre énergie pour accéder à une contraception. En soi, c'est un peu génial dans l'idée. C'est ça.
Donc, les protocoles. On agit sur notre propre santé. Enfin, moi, je trouve ça dingue. Exact. C'est que de se Ouais. dire que là, tu es vraiment dans l'action, tu es actif dans ta santé. C'est pas quelque chose comme nous, en tant que nana, on nous propose des contraceptifs qui agissent sur notre corps. En fait, là, c'est vraiment, entre guillemets, naturel. Et ça, c'est génial, je trouve. Ouais, en ce sens-là, on est vraiment sur ces technologies, un peu comme la symptothermie ou la cape cervicale, où la personne, en fait, l'usageriste, en fait, est vraiment actrice et au centre, en fait, de son action santé, entre guillemets. Et donc, c'est ultra important, quoi. Donc, protocole médical qui date d'une 50aine d'années, qui a été testé et prouvé sur des milliers de cycles d'exposition de grossesse. Donc, on a un indice d'efficacité qui est très élevé. Quand je dis très élevé, c'est vraiment très élevé. Tant en théorique qu'en pratique, on est à plus de 99,6% d'efficacité. Donc, un parallèle pour les personnes avec ovaires, ce serait le dispositif intra-utérin au cuivre. Donc, on est sur quelque chose de redoutablement efficace. Le protocole est très simple. Il faut une exposition quotidienne, donc sur une tranche de 24 heures. Il faut exposer les testicules de son corps à la chaleur de son corps pendant 15 heures tous les jours, 7 jours sur 7. Et c'est cette exposition quotidienne et répétée qui va endormir, entre guillemets, la production de spermatozoïdes. C'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser des suspensoires, parce qu'il faut mettre les testicules à un endroit où elles ne peuvent pas réguler leur température. Et cet endroit-là, c'est la poche pubienne au-dessus de la racine de la verge. D'où l'idée des suspensoires. Ces 15 heures, vous les faites comme vous voulez, le jour, la nuit, en continu, en fractionné, peu importe. Même si le protocole vous dit, vous vous levez le matin, vous mettez vos dispositifs et vous l'enlevez le soir, ça ne veut pas dire que les autres protocoles ne fonctionnent pas, ça veut simplement dire que dans le cadre d'un essai clinique, on ne peut tester qu'un seul protocole, donc on n'a pas pu tester l'infinité des possibilités, mais sachez que vous pouvez singulariser le parcours contraceptif et le protocole et l'adapter en fait à vous, à votre vie, pour pouvoir le ritualiser et que ça devienne aussi naturel que d'enfiler une paire de chaussettes ou une paire de lunettes. En fait. Voilà. Donc, voyez ça plutôt comme un avantage, ce protocole. Donc, c'est 15 heures, le jour, la nuit, en continuant en fractionné, peu importe. En faisant du sport, sans sport, peu importe. Vous pouvez uriner, avoir des rapports sexuels, éjaculer. Cela ne change rien, en fait, à vos habitudes de vie. Gardez-le bien en tête. C'est une méthode qui n'est pas efficace tout de suite. On parle d'une efficacité qui est différée et d'une réversibilité qui est différée. Pourquoi ? Tout simplement parce que la production de spermatozoïdes, en fait, c'est une production qui est cyclique et ce cycle, en fait, est sur des temps incompressibles d'à peu près 3 mois. Ça veut dire que quelles que soient les méthodes de contraception pour garçons que vous utilisez, à part la capote, qui vient bloquer de facto l'éjaculat, toutes les autres méthodes auront une efficacité et une réversibilité différée. C'est valable pour la vasectomie, ce sera valable pour l'hormonal, les méthodes enzymatiques, etc., etc. Donc, en soi, quand je parle d'efficacité et de réversibilité différée sur la thermique, ne le voyez pas comme un frein à la méthode en vous disant « Ouais, c'est pas efficace tout de suite ». Non, ce sera la même chose pour toutes les autres méthodes de contraception. C'est le cadre de jeu. Voilà. Donc, il faut porter ces dispositifs dans une pratique quotidienne à peu près 3 mois pour atteindre le seuil contraceptif, donc pour faire effondrer de manière assez importante la production de spermatozoïdes. Quand on parle de seuil contraceptif, quand est-ce qu'on dit qu'un garçon en fait est considéré comme contracepté ? Le seuil retenu par l'OMS est de moins de 1 million de spermatozoïdes par millilitre sur un éjaculat. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'infertilité chez un garçon, c'est en dessous de 15 millions par millilitre. Quand on parle d'infertilité, en gros, c'est des couples qui viennent chez le docteur et qui essayent d'avoir un enfant depuis 1 an. Donc, en dessous de 15 millions, vous galérez à avoir des enfants. En dessous de 1 million, il n'y en a pas. Il y en aura, c'est pas la question, mais il y en aura tellement peu, en fait, que le risque est tout à fait considéré comme acceptable. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Comment est-ce qu'on sait qu'on est contracepté ? Est-ce qu'on regarde son sperme et à la couleur de son sperme on sait ? En fait, il faut faire un examen et c'est ça qui est très intéressant dans cette méthode, c'est que vous êtes quand même suivi médicalement en faisant ce fameux examen que les contraceptés connaissent bien, qui est le spermogramme. Le spermogramme consiste à produire un éjaculat en laboratoire et cet éjaculat va être analysé par un laborantin ou une laborantine pour déterminer en fait le nombre de spermatozoïdes, quelle tête ils ont, comment est-ce qu'ils se déplacent et quelle vitalité ils ont. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Cet examen, en fait, vous allez le faire régulièrement. C'est-à-dire que vous allez le faire avant de commencer
ce protocole de contraception pour savoir si vous êtes fertile, parce que si vous êtes infertile, peut-être que ça sert à rien de vous contracepter. C'est une nouvelle à prendre. Et après, vous allez le faire tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Et donc, au bout des 3 premiers mois, vous allez faire votre premier examen pour vérifier si vous êtes contracepté. Normalement, vous êtes contracepté. Et à partir de là, vous pouvez choisir de n'utiliser plus que cette méthode de contraception ou utiliser d'autres méthodes de contraception en parallèle, si toujours possible. Attention, petit warning, ce sont des méthodes de contraception dont on parle et pas de protection MST-IST. Les seules barrières, c'est les capotes internes et externes. C'est les seuls outils qu'on peut utiliser en termes de protection pour les MST-IST. Donc, continuez à vous protéger. Là, on parle de protection contre des bébés, mais pas contre des infections ou des maladies. Okay. Oui. Voilà. Donc, une fois que vous êtes contracepté, vous continuez le protocole de vos 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Et vous faites un examen de manière trimestrielle. Normalement, ça se passe bien. Et puis, quand vous voulez arrêter, en fait, il suffit d'arrêter d'exposer vos testicules à la chaleur de votre corps, donc de ne plus porter ces dispositifs-là. Donc, la reprise, la réversibilité, en fait, se fait progressivement aussi, vu qu'on est cyclique, le cycle, et sur à peu près 3 mois. Donc, il faut évacuer les spermatozoïdes, le peu de spermatozoïdes qui aura été produit, en fait, pendant l'état de contraception, pour à nouveau avoir des spermatozoïdes entre guillemets de bonne qualité. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un examen de sperme à 3 mois, voire à 6 mois post-arrêt de la contraception, pour vérifier en fait un bon retour à la normale en fonction des standards de l'OMS au niveau de la spermatogénèse. Voilà. Au niveau de la réversibilité, pas de souci de ce côté-là, ça revient aussi très 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 bien. Oui. Le maximum de temps que tu peux le porter en année, disons. Est-ce qu'il y a un maximum du coup de temps à porter, à le porter du coup, cette année? Alors, on a une donnée maximale qui est issue des essais cliniques, mais qui ne reflète pas la réalité en fait, qui sera celle donnée dans quelques années. Je m'explique. On a eu des essais cliniques qui ont été faits sur 4 années consécutives. Donc, et sur 4 années consécutives, ça marchait très bien, tant en termes d'efficacité que de réversibilité. Donc, on sait médicalement qu'on peut proposer ça aux personnes sur 4 années consécutives. On ne sait pas ce qui se passe après. Ça ne veut pas dire que ça se passe mal ou que ça se passe bien. Ça veut dire qu'on n'en sait rien d'un point de vue réellement scientifique. On en a quand même une vague idée parce que beaucoup de personnes le portent beaucoup plus longtemps que ça. Et en gros, ça pose pas de problème. On a de la visibilité sur 7 à 10 ans, ça va. Après, toutefois, ce stop ou cette préconisation de stop au bout de 4 ans, elle est intéressante parce qu'elle permet de faire un arrêt, de se poser des questions en termes de parentalité, en termes de choix contraceptifs aussi pour soi et pour sa ou ses partenaires. Et ça permet aussi de laisser respirer sa fonction. En fait, de laisser respirer son corps un peu et d'éviter de se mettre dans une pratique à outrance, un peu comme on l'a vu sur des pratiques hormonales où pendant 20 ans, on met les gens sous des hormones et à un moment donné, il y a un souci. On peut tout à fait imaginer aussi que 20 ans de pratique de la thermique, ce ne soit pas le top en termes de fertilité. Donc, j'imagine être, oui, c'est ça. Non, mais non, mais c'est vrai. Bon. Non, mais c'est ça, quoi. C'est ça. Évitons de nous enfermer dans des habitudes. Venons questionner régulièrement nos choix de vie et permettons-nous de laisser respirer notre corps. Donc, au bout de 4 ans. Comme tu dis, la contraception féminine hormonale, même si c'est par exemple le stérilet au cuivre, on te dit qu'au bout de 4-5 ans, 5 ans exactement, du coup, il faut l'arrêter. Et ça te permet de te dire, est-ce que je veux un enfant? Et voilà. Et du coup, de réfléchir à ton futur contraceptif si tu en veux un de ce type-là. Et ça permet aussi, j'imagine, pour certains couples, de réfléchir maintenant à peut-être passer à est-ce que monsieur voudrait avoir un contraceptif? Je pense qu'il y a aussi cette réflexion-là. Donc, effectivement, je le comprends aussi dans l'autre sens de réfléchir à est-ce que on ne changerait pas de méthode, quoi. Ou on continuerait, mais on fait une pause pour y réfléchir, quoi. Exactement. C'est l'idée de la pause sur ces sujets-là en termes de santé. C'est vraiment important de se poser des questions, quoi. Alors, je voudrais revenir sur 2 choses parce t'as parlé rapidement d'éjaculation. Est-ce qu'il y a une modification au niveau de l'éjaculation, au niveau qualitatif, on va dire, s'il y a peut-être des hommes qui se posent la question, est-ce qu'il y a une modification de l'éjaculation, du plaisir, quand tu portes un anneau? Alors, moi, le premier, je me suis amusé à comparer mon sperme entre non contracepté et contracepté.
Bon, j'ai pas observé de grande différence, pour être très honnête. Ce qu'on retrouve dans les essais cliniques, en fait, Tu l'as pas goûté? Non, mais je déconne. ça, Je dirais... Et je reste un bon scientifique, donc j'ai tenu mon petit calepin. Et voilà, j'ai essayé de m'observer vraiment sur les Génial. cette pratique. Je me suis dit, tiens, il doit y avoir des modifications de mon sperme, il doit y avoir des modifications au niveau de l'humeur, de mon apparence, enfin, de mon sommeil, je ne sais que c'est. J'ai essayé de suivre ça pour voir en fait s'il se passait des choses. En fait, il ne se passe rien. Voilà, je suis au regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas de grande transformation, ni dans un sens, ni dans un autre. Vous resterez le même. Votre sperme sera rigoureusement identique pour la simple et bonne raison que les spermatozoïdes, c'est quoi, 1 à 2% du volume de l'éjaculat, donc c'est que dalle. Donc vous ne verrez pas la différence de ce côté-là. Au niveau du plaisir, alors, il commence à y avoir des thèses. Il y en a une qui a été réalisée par une sexologue en Martinique, justement sur contracepté, pas contracepté, augmentation du plaisir ou pas pour les garçons. Et une autre thèse là qui est sortie de Manon Guidarelli, qui a suivi plus de 900 personnes qui étaient contraceptées depuis plus de 6 mois avec l'Androswitch et qui justement a étudié aussi justement la satisfaction et la libido aussi. En fait, on observe une amélioration générale de la vie sexuelle et de la satisfaction en fait de ce côté-là, tant pour la personne qui pratique que pour les partenaires. Je me doute, et oui, je me doute. Tu sais que du coup, en faisant des recherches pour l'épisode, j'ai retrouvé un guide pratique de contraception fait par le docteur Mieuxet et le docteur Soufir de 2012, qui avait fait une expérience sur 30 couples et qui expliquait la forte motivation des hommes dans la contraception masculine. Donc, c'était la préservation de la santé de leur femme, du coup, avec les effets secondaires des contraceptifs masculins, d'équilibrer la responsabilité contraceptive dans le couple. Et du coup, dans leur expérience, il y avait aussi le fait de dire qu'il y avait un quart des femmes qui souffraient d'infections génitales après la pose d'un stérilet. Il y avait j'ai dit un quart, mais c'est un tiers des cas de femmes, du coup, qui souffraient d'infections génitales après la pose d'un stérilet. Il y avait un tiers des femmes, les pilules avaient provoqué des métrorragies. Donc, les métrorragies, c'est les saignements de règles, du coup, qui avaient provoqué de la mastodénie et de l'hyperlipidémie, donc des problèmes au niveau de la poitrine et des problèmes au niveau des lipides, quoi, du cholestérol, quoi. Et dans les deux derniers tiers, l'homme souhaitait partager la contraception. Donc, en fait, ça fait donc 2012, donc ça fait plus de maintenant 11 ans qu'on discute de ça et que du coup, moi, ça me fait halluciner, en fait, de me dire on en est encore presque au même point. Alors, j'ai des témoignages que je vais vous diffuser après, mais d'hommes qui sont contraceptés avec l'anneau depuis 2 ans. Mais je trouve ça quand même fou qu'on en soit encore à ce niveau-là d'évolution. Bon, ça, j'imagine que vous essayez et vous y arrivez et vous allez y arriver. Enfin, moi, je croise les doigts et j'en ai encore discuté avec Pauline de la communication de Slow Contraception. Je croise les doigts pour vous y arriver parce que ce serait vraiment quelque chose de génial en fait de se dire c'est commercialisé, tout le monde y a accès, c'est quelque chose de généralisé parce que du coup ce sur quoi je voudrais revenir aussi, c'est sur le coût de ce taureum pour l'accessibilité aussi à des populations qui sont pas très très riches et du coup quel est le coût d'un anneau contraceptif? Alors, un anneau contraceptif coûte 37 €. 37 €, pourquoi? Parce que la température nécessaire à arrêter la production des spermatozoïdes, c'est 37 degrés. Ah, d'accord. Ah, c'est génial. Voilà. Le prix. Et est-ce que tu pourrais... C'est trop bien. Je trouve ça top. Non, mais tout est vraiment pensé de façon à ce que ce soit des petits rappels à tout, quoi. Et je voudrais qu'on fasse un parallèle avec la contraception féminine. Je crois que tu m'avais parlé de ça. Alors moi, j'ai pas eu le temps, je l'avoue, de faire des recherches là-dessus. Sur le coût de la contraception féminine. Oui. Alors, il y a eu des études, dont en France, une grosse enquête
qui a été demandée il y a quelques années. Il y en a une autre maintenant là, qui va sortir d'ici quelques mois sur les pratiques contraceptives sexuelles et entre autres le coût en fait, de la contraception personnes dépendantes. Et en fait, la disparité entre garçons et filles était juste hallucinante. C'est-à-dire que pour une fille, en fait, toute méthode de contraception confondue, en gros, ça lui coûte 100 euros euh, par an, je crois. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, si c'est par an. Oh, Euh, ouais. J'avais dit quoi? Par an ou par mois? Je pense que c'est plus par. C'était par mois, ouais. Ouais, je pense que c'est plus par mois. Toutes Ouais, méthodes de ouais. contraception confondues, On était donc, enfin, le ratio dans tous les cas et la différence en fait Mais oui. est tout aussi importante. D'un côté, ça coûte 100 euros à une personne avec utérus, et d'un autre côté, pour les personnes à testicules, ça ne coûte pas plus de 4 euros. Donc, c'est vous dire, en termes de pouvoir d'achat, en fait, le gap qu'il y a et la violence qu'il y a et l'inéquité qu'il y a, en fait, sur l'accessibilité et le coût financier des dispositifs. On observe qu'avec l'anneau, très clairement, allez, à 95%, c'est quand même des garçons qui achètent leur anneau. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les garçons se prennent par la main et cassent leur bourse, sans jeu de mots, pour se payer ce genre de dispositif ou se mettre en parcours. C'est une bonne nouvelle. Et donc, ouais, voilà, le gap est hyper important. Et en fait, cette contraception-là, en fait, elle coûte très peu cher à l'individu, mais elle coûte aussi très peu cher en termes de risques et d'effets secondaires, et donc à la société de manière générale, pour prendre en charge ces effets secondaires et ces suivis-là. On sait que si, par exemple, il y avait 1 million de personnes qui se mettaient à la thermique, on aurait des réductions d'échelle en termes de coûts à la sécurité sociale qui seraient de l'ordre de à peu près 100 à 150 millions en fait, d'économies au niveau des réductions de coûts. C'est totalement hallucinant. Ouais, non, mais il faudrait leur donner les statistiques et leur montrer qu'en fait, voilà, on est en train de créer des choses avec les contraceptifs féminins parce qu'il y a effectivement, il y a un lobby derrière. Voilà, ça génère de l'argent pour les lobbies pharmaceutiques. Ça génère de l'argent derrière parce que du coup, comme je disais, l'histoire des métrorragies, etc., d'hyperlipidémie, tout ça, voilà, l'alimentation, ça joue avec les contraceptifs. Enfin bref, je pourrais revenir là-dessus pendant des heures. Tin, tin, ting. J'ai essayé de faire le son de l'information. Je ne sais pas si ça a fonctionné, mais vous avez compris que je ne suis plus avec Maxime, mais qu'en réécoutant cet enregistrement, je me suis aperçue que je m'étais trompée dans certaines choses. La mastodynie est une douleur au sein. Les métrorragies sont des saignements survenus chez la femme en l'absence de règles, soit avant la puberté, après la ménopause ou en dehors des règles. Je me suis trompée, je m'en excuse. Retour à l'épisode. Mais voilà, moi je suis vraiment pour l'équité contraceptive. Et je voudrais qu'on passe maintenant aussi à... On avait parlé aussi pendant la préparation de cette interview des sportifs. Tu m'avais parlé de quelque chose sur les sportifs par rapport à l'anneau, je crois. Oui, c'est une question qui revient souvent. C'est voilà, je pratique des sports. Est-ce que je peux utiliser mon anneau pendant les pratiques sportives? Alors, il faut savoir que les testicules en position haute, elles ont le désavantage d'être donc soutenues par un anneau et d'être calées en fait contre un os qui est l'os du pubis. Donc techniquement, elles peuvent moins bien absorber les chocs. On est d'accord avec ça. Donc tout choc frontal au niveau du pubis, c'est clair qu'il y a un risque d'écrasement des testicules. Donc il faut faire attention aux pratiques sportives dans lesquelles il peut y avoir ce genre de choc-là. Après, ça a plein d'autres avantages parce qu'elles ne sont pas entre les jambes, donc elles ne peuvent pas recevoir de coups à cet endroit-là non plus. C'est pour ça, par exemple, que les moines Shaolin ou les sumo, en fait, se remontent les testicules aussi. Dans les arts martiaux, c'est très très souvent utilisé. C'est très personne dépendante au niveau du sport. Il y a des gens qui sont capables de courir des marathons avec un anneau, ça pose aucun problème. Il y en a d'autres, faire 1 kilomètre à vélo, c'est pas possible, ça va glisser, ça va pas tenir. Donc, c'est vraiment un peu à la discrétion de chacun et ça demande vraiment d'explorer en fait ces pratiques sportives avec cette suspension de testicules. Ce qu'on retrouve quand même globalement, c'est que vous soyez circassien, danseur, que vous fassiez de l'escalade, que vous soyez parachutiste, que vous fassiez des arts martiaux à haut niveau, tout ça c'est des cas, de vraies personnes avec qui je travaille qui sont revenues vers moi. Enfin, ça ne pose vraiment aucun problème. Allez-y tranquillement et sereinement. Et puis voilà, testez par vous-même en fait les pratiques sportives
il n'y a pas au final de contre-indication actuellement réellement posée. Si ce n'est quand même par principe de précaution, moi je serais d'avis à ce que vous alliez demander à votre médecin de voir si votre pratique sportive est cohérente en fait avec la suspension testiculaire, un peu pour qu'il se mouille et qu'il prenne position aussi, hein, comme sur d'autres pathologies et que ça se banalise en fait cette réflexion-là. Mais de manière générale, voilà, vous pouvez y aller tout à fait tranquillement et en sachant que voilà, vous ne serez pas le seul à pratiquer du sport testicules remontés, bien au contraire. J'ai une autre question par rapport à l'hypersudation à ce niveau-là, par rapport à l'utilisation d'anneaux. Comment ça se passe? Parce que du coup, avec les frottements au niveau, enfin voilà, dans l'hypersudation, etc., ça peut créer des lésions. Comment faire? Alors, comment faire? Et ça, c'est un peu justement les conseils de bonne pratique de manière générale. Si vous êtes une personne qui avait l'habitude de faire de l'hypersudation, c'est le genre de dispositif qui est peut-être pas très bien adapté à vous parce que c'est du silicone que vous allez porter. Le silicone avec l'hypersudation, à un moment donné, va glisser. Aussi adhérent que ce soit pensé la surface interne de l'anneau, à un moment donné, quand il y a trop de flotte, ça va glisser. Ça, c'est clair et net. Donc, ça, c'est le premier point. Il faudra peut-être vous orienter vers des modèles textiles qui sont aussi disponibles en ligne maintenant. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer. C'est tout à fait possible. La petite astuce pour les personnes justement en hypersudation ou sportifs qui ne sont pas encore très sûrs, c'est de talquer la zone. Talquer la zone avant de mettre votre anneau. L'air de rien, ça va améliorer le maintien. L'autre astuce, c'est d'enrouler en fait votre anneau dans un collant, dans du bas de nylon. En fait, ça fonctionne très bien aussi. Mais oui, ça fait office d'absorption. Ça, c'est les petites astuces du quotidien qui peuvent vous aider. En termes d'astuces, justement, tu parlais de frottement. C'est clair que c'est une zone où il peut y avoir du frottement, donc il faut vraiment que l'anneau soit bien adapté et qu'il ne bouge pas. Plus il va bouger, plus ça va faire du frottement, plus ça va chauffer et plus ça va vous faire des lésions. Et le silicone aussi biocompatible soit-il, il n'empêche, ça reste un corps étranger. Donc, à un moment donné, cette partie du corps qui n'est pas du tout habituée à porter en fait des choses à cet endroit-là peut vous dire, écoute, t'es gentil, mais là, je chauffe au niveau de la peau. Donc, ce genre de pratique implique que entre deux pores, vous crémiez la zone avec une crème à base de zinc, ça fonctionne très bien, ou du liniment oléocalcaire, ce qu'on met sur la peau des bébés. Voilà, pensez bien à vous nourrir cette partie-là du corps. Pensez aussi à ce que vous ayez une bonne hygiène corporelle. Voilà, je permets de le rappeler aussi, parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Et aussi à laver régulièrement votre anneau. Non, mais je rigole à moitié. Non, mais je rigole à moitié. Ah ouais? Oui. J'ai un garçon, mais enfin voilà, il a 5 ans, donc je l'éduque à se décaloter, etc. Mais j'avoue que étant fille unique, je n'ai pas eu de frère, je ne sais pas exactement l'hygiène masculine, tu vois. Donc je rigole, mais c'est fort possible après tout, ce que tu racontes. En tout cas, c'est loin d'être... Attends. Mais je crois qu'il y avait une étude récente qui disait que certains hommes ne se changeaient pas le caleçon tous les jours. Ouais. Malgré cette petite goutte qui reste après avoir été uriné, qui devrait normalement secouer en fait. Mais ça me fait halluciner. Bon, après, c'est peut-être que j'ai mon côté infirmière aussi, niveau hygiène. Après, nous, à l'intérieur, j'avoue que, enfin voilà, à toutes ces nanas d'ailleurs qui font une hygiène interne avec tous ces produits, Intima, machin et tout, c'est pas nécessaire. Notre corps se nettoie très bien naturellement, en fait. C'est juste, moi, je fais aussi un peu de prévention là-dessus. Il n'y a pas nécessairement besoin. Les odeurs de perte vaginale sont très importantes pour repérer s'il y a un vrai souci. Mais il n'y a pas besoin d'aller nettoyer l'intérieur, en fait. Ça, c'est vraiment inutile. C'est plus irritant. Des fois, c'est alcoolisé et c'est pas nécessaire. Donc, je connais plus, tu vois, l'hygiène féminine. Donc, ce que tu racontes là, je découvre, entre guillemets, un petit peu le fait de se dire, oui, l'hygiène masculine. Du coup, tu dis que il y a des hommes qui ne se nettoient pas. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, enfin, je dis simplement que l'hygiène masculine, c'est peut-être un peu moins évident que l'hygiène féminine. Excuse-moi, il y a un peu de mouvement sur le bateau. Donc oui, en tout cas, c'est moins, comment dire, c'est moins ancré et voilà, des fois, voilà, c'est toujours bon de faire ces petits rappels. Et du coup, l'hygiène corporelle, mais aussi l'hygiène de l'anneau.
L'anneau aussi se nettoie tous les jours au savon doux, se rince, ne se frotte pas pour le sécher, il faut le laisser à l'air libre, il va se sécher tout seul. Les frottements sur le silicone en fait viennent abîmer le silicone. Donc ça, c'est des petits conseils de bonne pratique. Pensez aussi à faire une petite tonte au niveau local pour enlever les poils. Alors pas une tonte à blanc, mais plutôt une tonte pour laisser une longueur de poil type brosse, 1 cm, 1 cm et demi. Ça permettra justement de placer votre anneau plus facilement et de l'enlever aussi plus facilement sans vous faire une séance d'épilation gratuite. C'est important. Après, on peut peut-être aborder aussi, parce que tout le monde ne peut pas pratiquer ces méthodes-là. Il y a aussi une porte d'entrée sur ces pratiques thermiques. C'est comme toute méthode, elles ne sont pas adaptées à tout. Et Si tu veux que j'en parle maintenant. Ah si, bien sûr. En fait, je voulais juste revenir d'abord sur une dernière chose. Le fait que tu disais, il y a sûrement des tailles en fait au niveau Oui. parce que du coup, j'imagine que c'est pas. Enfin voilà, sur votre site, il y a plusieurs tailles. Et ma deuxième question était en lien avec ça, mais c'est pas grave. En parlant, en répondant à ma question, je pense que mon autre question va venir. Ouais. Alors la taille, c'était un grand challenge. Comment Ouais. déterminer les tailles, comment penser tout ça, parce qu'il y a très peu d'études au niveau du scrotum, par exemple. Il y a beaucoup d'études au niveau de la verge, mais très très peu au niveau du scrotum. Donc c'était assez compliqué de déterminer les tailles. Au final, je suis parti sur 5 tailles qui fonctionnent bien. Et pour les 5 tailles, en fait, il y a 2 élasticités, 2 souplesses en fait d'anneaux possibles. Un qui est standard, pas trop souple, et un qui est plutôt très souple. Pour la simple et bonne raison qu'il y a un peu 2 catégories de verges. Par contre, il y a des verges de chair et des verges de sang. Les verges de sang, à la différence des verges de chair, vont changer en termes de volume de manière assez importante. C'est-à-dire que la largeur, le volume de la verge à l'érection va prendre un peu plus de 1 cm, ce qui n'est pas le cas sur les verges de chair. Donc, il faut une élasticité plus importante pour pouvoir absorber le changement. Le choix de la taille, en fait, se fait assez facilement. On demande en fait à la personne de se munir d'un décamètre et de poser ce décamètre d'un décimètre, pardon, de se poser ce décimètre sur la largeur de sa verge au repos pour mesurer en fait cette largeur. Ça, c'est le premier critère que la personne va relever. Le second, c'est d'avoir une érection et d'aller mesurer en fait la largeur de la verge en érection, plutôt du côté de la racine de la verge. Ce qui donne au final 2 mesures. Et ces 2 mesures, la personne regarde dans le tableau en fait pour voir dans quelle catégorie elle tombe et savoir quelle lettre d'anneau elle doit commander. Et en fonction de la différence entre largeur érection et largeur repos, elle saura si elle a plutôt une verge de sang. Là, elle devra partir sur des anneaux plus souples, ou une verge de chair sur laquelle elle doit partir sur des anneaux standards. Du coup, la personne détermine elle-même à l'aide d'un tableau en fait la taille qui semble correcte. Et en plus de ça, on a mis en place un système d'intelligence artificielle dans lequel la personne en fait rentre ces 2 mesures et en fait à l'aide en fait de milliers en fait de résultats qu'on a, une intelligence artificielle va faire le travail aussi à la place de la personne pour dire regarde en fait de l'expérience qu'on a, on pense que c'est cette taille qui devrait te convenir. Donc ça permet d'avoir 2 manières d'avoir une information. Si jamais que vous voyez que les informations sont discordantes entre les deux, n'hésitez pas à revenir vers l'équipe de Thoreb pour justement affiner le choix. Et nous, en équipe, derrière, on a aussi pas mal d'expérience, on saura vous orienter. Et si jamais c'est pas la bonne taille d'anneau qui vous arrive, rassurez-vous, il y a toujours possibilité de faire des échanges. J'ai la question qui suivait après, c'était est-ce que vous envoyez l'anneau avec un guide du coup, avec une sorte de guide d'utilisation, de conseils? Alors, tout ce qui est guide d'utilisation, tout est en ligne. Vous avez plus qu'une notice d'utilisation, vous avez un pack. Donc à l'intérieur, vous avez comprendre le spermogramme, vous avez comment mettre un anneau, vous avez la notice d'utilisation, vous avez les références fabricants du silicone qui est utilisé, comment fonctionne la thermique, les protocoles, etc., etc., etc. Donc après, c'est à vous à parcourir ces documents-là. Oui. Et comme c'est en ligne, du coup, vous pouvez les télécharger. Alors, parlons maintenant, du coup, suite à ce guide, des contre-indications au port de l'anneau. Alors, contre-indication au port de l'anneau et de manière générale à la méthode thermique, donc à réchauffer ses testicules pour avoir un effet contraceptif.
Alors, il y a des contre-indications, on va dire, majeures. C'est-à-dire, on ne peut pas y couper. C'est par exemple tout ce qui va être traitement des hernies inguinales. Donc, les hernies inguinales, hein, c'est un affaissement de la paroi du péritoine en bas de l'abdomen. Et en gros, c'est un bout de l'abdomen qui sort de la paroi. Ça fait une petite bosse. Je pense que si vous avez eu ça, vous voyez très bien de quoi je parle. Et en général, c'est traité en mettant un filet, en fait, à cet endroit-là. Et le problème de ce filet, c'est que clairement, en fait, il vient fermer en fait, les canaux inguinaux de chaque côté. Et donc, en fait, mécaniquement, vous ne pouvez pas vous remonter le testicule vu que le passage en fait, est bloqué. L'autre raison pour laquelle vous ne pourriez pas pratiquer la contraception thermique, c'est si vous avez eu un traitement chirurgical par fixation du testicule dans la poche basse suite à une torsion testiculaire. La torsion testiculaire, c'est un testicule qui fait 360 degrés sur lui-même. C'est une urgence majeure, ça fait un mal de chien. Courez vite à l'hôpital, il y a un risque de stérilité, de nécrose du testicule majeur, donc c'est vraiment une histoire d'heure. Donc si vous avez eu ça, vous vous en rappelez et vous savez très bien de quoi je parle. Demandez-vous simplement comment a été traité ça, si ça a été traité. S'il y a eu point de suture, donc pour fixer le testicule en position basse et donc pour éviter qu'il tourne sur lui-même, mécaniquement, vous ne pourrez pas vous remonter les testicules. Ça va de soi. Comment savoir quand vous avez eu une hernie inguinale ou une torsion testiculaire si vous avez eu ce genre de traitement? Tout simplement en vous couchant sur votre lit et en essayant de provoquer l'ascension du testicule. Vous allez vite voir si vous pouvez le remonter ou pas. Ça sert à rien de forcer, ça se fait tout seul et en délicatesse, mais vous sentirez très très vite une résistance qui signifiera que le traitement opéré vous contre-indique à cette méthode. D'accord. Une autre contre-indication, vas-y, dis-moi. Non, c'est parce que justement, je voulais parler voir de la descente testiculaire aussi. On avait parlé de ça. Ouais, alors descendre des testicules, il faut savoir que les testicules dans la toute petite enfance, en fait, dans le ventre même de votre maman, en fait, sont au niveau des reins et vont migrer, vont s'externaliser, vont parcourir une bonne partie de l'abdomen avant de sortir dans la poche externe. Des testicules qui sont mal descendus à la naissance, en fait, viennent signifier que, en fait, le testicule a génétiquement, en fait, a des soucis et ça va entraîner, en fait, une augmentation du risque de cancer très clairement, et aussi une baisse de la fertilité acquise, sur laquelle on ne pourra pas jouer. Donc ce testicule qui est déjà altéré, en fait, l'idée c'est de ne pas venir le perturber, plus qu'il ne l'a été dans la petite enfance, par principe de précaution. Encore une fois, pas parce qu'on sait que ça va abîmer la fonction du testicule, mais simplement par principe de précaution, on évite d'altérer quelque chose qui est déjà altéré ou fragilisé. C'est pareil sur le spermogramme. C'est pour ça, si vous avez un spermogramme qui n'est pas dans les clous au niveau des normes, potentiellement, vous ne pourriez pas pratiquer cette méthode-là. Pareil, parce qu'on ne vient pas perturber une fonction qui est déjà perturbée. Après, sur le spermogramme, pas de panique. C'est pas parce que vous avez un résultat de spermogramme mauvais que vous êtes infertile, que tout est foutu et tout ça. Bien au contraire. Déjà, il y a beaucoup d'erreurs de laborantin. Gardez-le en tête. Donc, c'est un examen fait par un humain, donc il y a de l'erreur. Et c'est marque un peu. Et second point, en fait, la production de spermatozoïdes est très très sensible à plein de paramètres, dont des paramètres environnementaux. Donc en général, si le premier examen est perturbé, on ne fait pas un diagnostic, on demande un second examen à 2 à 3 mois, on modifie un peu les habitudes de vie et on voit ce qu'il en est avec ces 2 examens. C'est à partir de là où on peut commencer à hypothétiser un diagnostic ou tout du moins aller chercher une cause de l'infertilité. Donc, si vous êtes dans ce cas-là où c'est pas dans les clous, donc pas de panique, faites un second examen et surtout, là, pour le coup, passez par un expert, un andrologue. Je pense aux experts qu'il y a au CHU de Toulouse, qui fonctionnent aussi en téléconsultation, qui connaissent du coup très bien les cas particuliers et complexes et sur lesquels ils sauront vous dire si oui ou non vous pouvez pratiquer cette méthode-là. Tout ce qui va être pathologie actuelle au niveau du testicule, hydrocèle, varicocèle, c'est des contre-indications. L'hydrocèle, c'est en gros un grossissement du volume scrotal d'un côté, en gros, dans une partie de la bourse. Techniquement, ça va être compliqué de vous remonter un testicule avec ce volume-là. En fait, cette poche-là, c'est une poche d'eau, en gros. L'autre truc, c'est le varicocèle. Le varicocèle, là, on est en gros sur le carrefour artério-veineux au-dessus du testicule, en fait, qui est censé agir un peu comme un
un radiateur qui vient refroidir un peu le testicule. Là, ça vient signifier une inflammation en fait du système. Et en gros, le système de refroidissement actuel fonctionne mal. Donc, vous avez un testicule qui déjà chauffe et surchauffe. Un varicocèle, ça se traite, entre guillemets, normalement. Donc, une fois que le traitement est fait, normalement, vous pourriez pratiquer la thermique, encore une fois, sous bon accompagnement, mais c'est Oui. possible. Vaut mieux oui, se faire accompagner. Du coup, là, tu es bien en train de préciser par un Oui. neurologue plutôt que... Ouais. voilà. Ouais. Là, Être sûr. Là, médecin généraliste, ça suffit pas. Là, faut vraiment passer par des professionnels et les experts du coup de la zone urogénitale, c'est encore les urologues, mais à terme, ce seront les andrologues qui s'occupent un peu de cette partie-là du corps. N'hésitez pas à aller voir un spécialiste. Il y en a un peu partout en France. C'est un corps de métier qui est en train de se développer. Exactement. Voilà un peu pour les grosses contre-indications, les grosses choses auxquelles il faut faire attention. En dehors de ça, il n'y a pas trop de raisons que vous ne puissiez pas pratiquer la therapie. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Parce que du coup, les hommes sont productifs, entre guillemets, jusqu'à très tard. Donc, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour l'utilisation de l'anneau? Non. Non, pas de limite d'âge. Alors, pas de limite d'âge. Bon, parce que, certes, la production de spermatozoïdes va diminuer avec l'âge. C'est normal, plus on est vieux, moins on produit de spermatozoïdes. Ok. Il n'empêche qu'en général, on reste quand même toujours fertile, au moins jusqu'à un âge très, très, très avancé, 70, 80, 90 ans des fois, enfin, ça va très loin dans le temps. Donc, oui, avoir des pratiques contraceptives autour du 3e, 4e âge, why not? Il n'y a pas de contre-indication à ça. Et surtout aussi parce que, comment dire, l'anneau a une fonction aussi contraceptive en tant que telle, mais peut aussi avoir d'autres gains. Et sur un âge avancé, on peut très bien imaginer en fait que la remontée testiculaire peut être intéressante au niveau du lifting des testicules, du scrotum. Et bien oui, N'empêche, oui. avec l'affaissement des tissus, automatiquement en fait la poche scrotale en fait s'allonge en fait. Et si on évite de mettre les testicules dans la poche scrotale, la poche scrotale va moins s'allonger en fait en vieillissant. Et donc techniquement, on aura un scrotum un peu plus lifté. Un peu plus jeune, un peu plus esthétique. Un peu plus jeune, voilà. Et ça aussi, une autre porte d'entrée, c'est pour des personnes qui sont en transition ou pour qui c'est compliqué en fait d'avoir des testicules entre les jambes. On rejoint les pratiques de tucking, qui sont des pratiques où on vient masquer en fait toute la partie testicule et verbe, en plaquant ça au niveau du périnée. Et la remontée testiculaire peut être aussi une possibilité en fait pour minorer l'impact que peut avoir le fait de porter des testicules en les masquant, en les invisibilisant au niveau du pubis. Plusieurs entrées pour cet objet. Je vais passer du coup, après tout ça, aux questions Instagram. Donc, on nous a posé 4 questions. On t'a posé 4 questions. Donc, c'était comment as-tu développé le concept? Bon, je pense que tu as répondu là-dessus, sur comment tu as développé les choses. Il y en avait une autre, c'était où peut-on trouver les anneaux contraceptifs? Je préfère que tu reviennes là-dessus. Pour l'instant, où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, pour l'instant, sur le site de Thorem, vous avez les informations, l'accompagnement, quelles que soient vos méthodes de contraception. C'est vraiment la porte d'entrée pour vous informer et pour vous faire accompagner. Si vous voulez obtenir des objets, en fait, pour pouvoir vous remonter les testicules, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous détournez des objets de la mercerie pour vous fabriquer des modèles textiles, soit vous allez sur le site de Coucourou Coucou pour obtenir des objets décoratifs qui arrivent depuis les forges Uranus. Ces objets décoratifs, en fait, ont une forme annulaire. Vous pouvez les poser sur votre cheminée ou les détourner comme bon vous semble. Le temps de la certification, c'est le chemin à prendre, en tout cas, pour pouvoir avoir une pratique contraceptive thermique. Ok. Les autres questions, c'était comment t'es venue l'idée d'inventer l'anneau contraceptif? Tu nous l'as déjà expliqué. Et la dernière question, c'était pourquoi tant d'hommes refusent la contraception masculine? Est-ce que, parce que moi, j'ai effectivement tous les hommes qui ont accepté ici, j'ai toi et puis j'ai les témoignages. Mais pourquoi il y a tant d'hommes qui refusent la contraception masculine? Alors presque, je le présenterai à l'inverse, je dirais. C'est déjà une réussite qu'il y ait tant d'hommes qui acceptent ces temps-ci de pouvoir
prendre conscience qu'une équité contraceptive, ça peut être bénéfique pour tous. Donc oui, je comprends qu'il y en ait plein qui trépignent en se disant mais comment ça se fait que ça soit pas banalisé et que ça aille pas plus vite. Dites-vous que moi, quand j'ai commencé en 2016, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une révolution telle avant 2 à 3 générations. Là, en 4 à 5 ans, en fait, on a changé quasiment de paradigme en termes de pratiques contraceptives. Donc dites-vous que déjà, ça va très vite, en fait. Et pour que ça continue à aller dans le sens qui nous intéresse à tous, la bonne technique reste le dialogue. Et en fait, de venir témoigner à vos partenaires en fait, de vos parcours contraceptifs, de vos violences en fait, obstétrico-génicales et génitales que vous avez pu subir par le passé ou que vous subissez actuellement. De parler aussi de vos parcours d'IVG, d'IMG, de parler en fait de cette réalité et de cette réalité qui, avec le temps, certes, est une émancipation pour les femmes, mais a été aussi un enfermement des femmes entre elles, avec cette parole des femmes qui est restée enfermée aussi. Donc, libérez cette parole-là et partagez-la avec vos partenaires, si réellement ce sont vos partenaires de vie et que vous êtes OK, en fait, pour faire un petit bout de chemin ensemble sur Terre. Je pense qu'ils sont tout à fait à même, avec un tant soit peu d'empathie, de pouvoir à minima envisager que le partage, ça pourrait être intéressant dans cette charge, dans cette pratique, si eux aussi veulent continuer à avoir une liberté et une émancipation au niveau de leur sexualité, parce que eux aussi sont co-responsables s'il y a fécondation. Et donc cette responsabilité-là, il faut qu'ils en prennent conscience dans un premier temps. Et pour en prendre conscience, il faut passer par le témoignage. Exactement. Et bah du coup, quand tu parles témoignage, on va passer au témoignage des hommes qui utilisent l'anneau contraceptif depuis quelques années. Du coup, toi, tu les as pas entendus et tu vas entendre des hommes qui utilisent depuis quelques années cet anneau contraceptif. Ah, super. Salut, je suis Florian, j'ai 31 ans, c'est encore 2 ans et demi que j'utilise l'anneau contraceptif Android. J'ai commencé à utiliser pour une raison toute bête. Je fréquentais une femme qui utilisait plus de contraception à l'époque, on se fréquentait. Et du coup, tant que frustration elle était enlevée, du coup, je me suis dit, non, c'est pas vrai, qu'il y a rien pour nous les hommes. Du coup, j'ai jeté un petit coup d'œil sur Internet. Et par hasard, je suis tombé sur l'anneau contraceptif Android. J'ai été curieux, je me suis intéressé, j'ai vu ma médecin pour voir s'il n'y avait pas de contre-indication à aucun. Il m'a dit que non, non, bah, j'ai commencé à essayer tout en faisant bien un spammogramme, un premier spammogramme avant de commencer à l'utiliser. Et ma fertilité était très bien, donc pas de souci, je veux commencer à utiliser l'anneau. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Bah, ça a énormément amélioré ma qualité de vie sexuelle et principalement aussi le fait que je me sente en sécurité quand il s'agit des grossesses. Je sais que indépendamment que ma partenaire se contracepte ou pas, si on fait le choix d'avoir des relations sexuelles sans préservatif, bah, je sais que de mon côté, il n'y a aucun risque de provoquer une grossesse étant donné que je suis maintenant en azospermie grâce à l'anneau. C'est-à-dire que je produis 0 spermatozoïdes et cela grâce à l'anneau. Donc vraiment, l'anneau contraceptif Android, ça a vraiment amélioré ma vie de manière générale, principalement pour ma qualité de vie sexuelle et aussi sur le fait que bah, je suis confiant, je sais que ça ne provoquera pas de grossesse à ma désirée, il n'y aura pas d'accident parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a un peu plus d'accidents qu'on pense et il y aura donc pas de débat sur qu'est-ce qu'on fait de cette grossesse non désirée, qu'il n'y aura pas de discussion houleuse là-dessus, pas de discussion douloureuse non plus. Donc voilà, donc clairement, par le principe qu'avec mon anneau, je me sens en sécurité là-dessus. Ma contraception est parfaitement fiable et je sais que j'aurai pas d'enfant tant que je désire. Et voilà pour ça. Et concernant mes partenaires, je sais que mes partenaires, c'était soit elles étaient sceptiques en découvrant que je me contraceptais. En général, elles ne savaient pas que ça existait, donc elles étaient un peu sceptiques sur la fiabilité ou quoi que ce soit. Soit, bah, au contraire, elles étaient contentes de voir qu'il y avait finalement des contraceptions masculines pour les hommes, contrairement à ce qu'on pense. Donc voilà pour tout ça. Donc voilà, déjà, ça c'est le témoignage de Florian. Je trouve que c'est 2 ans. Il a 31 ans, il a 31 ans et ça fait 2 ans qu'il l'utilise. Et je trouve ça top. Et voilà, pour le premier témoignage. Et ensuite, on a le témoignage de Léo. Hop. Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 24 ans. Je suis contracepté via contraception thermique depuis 2 ans. Moi, j'utilise l'anneau pour me contracepter. Alors, à la base, moi, j'ai découvert
la contraception thermique pendant le confinement. C'était un live du GARCON, le groupe d'action et de recherche pour la contraception, qui se faisait le soir. Le but, c'était de faire un live de découverte. Et moi, je suis tombé dessus par hasard. Et j'ai découvert qu'on n'avait pas, les hommes, que les préservatifs et la vasectomie comme méthode contraceptive, mais qu'on avait aussi la méthode thermique et la méthode hormonale. Donc voilà pour la découverte. Ensuite, pourquoi je me suis contracepté? J'ai toujours une vision assez romantique de l'amour, de dire on existe pour l'autre, c'est ça qui est beau. C'est aujourd'hui une vision qui est certainement à remettre en question. Mais en tout cas, pour moi, dans la contraception et l'apport de cet élément dans mon couple, c'est de dire voilà, c'est un cadeau pour l'autre. C'est-à-dire, je commence ma contraception et pour moi, ça va être un cadeau pour l'autre. Parce qu'en soi, en fait, j'ai commencé à me contracepter en étant célibataire. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer, comme ça, je vais broder sur la méthode, je vais voir si je suis bien régulier, si tout fonctionne bien. Et ensuite, quand je rencontrerai la personne avec qui je me sentirai bien et qui sera d'accord pour que je porte la charge contraceptive, et ben, je pourrai lui proposer justement de porter cette dernière. Donc voilà, ça pour moi, c'était vraiment important dans une démarche romantique de dire je propose ça à l'autre de la même façon que je sais cuisiner, je sais coudre, je sais faire plusieurs choses dont j'ai pas envie d'être tributaire de la personne avec laquelle je relationne. Donc voilà, ça c'était les premières raisons pour lesquelles je me suis mis à la contraception thermique. Et puis au fur et à mesure, donc je suis resté célibataire longtemps et je le suis toujours d'ailleurs. Il y a vraiment un autre argument qui m'est venu à l'esprit, c'est de dire, en fait, en étant infertile, je suis complètement maître de ma fertilité. C'est-à-dire que lorsque je fais du sexe avec des personnes, eh bien, évidemment, j'utilise un préservatif pour me protéger des MST. Mais par exemple, imaginons, en cas d'accident contraceptif, c'est-à-dire typiquement un préservatif qui craque et donc avec une potentielle grossesse indésirée derrière, et bien là, en fait, l'ensemble des choix vont être remis à la personne susceptible de porter une grossesse, c'est-à-dire la femme. Et c'est tout à fait normal puisque c'est son corps. Mais à ce moment-là, en fait, moi, je perdrai complètement la main sur ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est une personne autre que moi qui serait amenée à décider si oui ou non elle veut garder un enfant et mener la grossesse à terme. Et auquel cas, eh bien, moi, je peux me retrouver avec quelque chose imposé à la vie qui ne me convient pas du tout. Donc du coup, par rapport à cette peur que j'ai un peu au fond, eh bien le fait d'être contracepté, donc infertile, me rassure vraiment en fait. C'est-à-dire que je me dis que si un jour il y a un préservatif qui lâche, il je serai à risque que, ce qui est déjà énorme, au niveau des MST et non pas au niveau grossesse. Voilà. Et après, on en avait parlé un petit peu à côté. Pour moi, il y a aussi, étant scientifique de base, une vraie démarche derrière la contraception thermique à comprendre. Donc c'est pour ça que je t'avais parlé de la page Instagram Les Couillottes que j'ai mis en place. Pour moi, dans cette page, j'ai essayé de donner en fait l'ensemble des informations concernant la contraception thermique, parce que c'est pas toujours simple d'avoir accès à toutes les infos. Donc l'ensemble des informations qu'il faudrait connaître et avoir lues à mes yeux avant de commencer de se contracepter pour les personnes qui se posent des questions. Voilà. Donc ça, vraiment, j'ai essayé de faire un petit guide pour que l'ensemble des personnes aient l'ensemble des informations dans leurs mains avant de commencer et qu'ils puissent faire un choix seul ou à deux qui soit en pleine connaissance de cause. Voilà. Allez, bonne journée, salut. Voilà pour les 2 témoignages. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, c'est quelque chose qu'avant l'anneau, avant que je propose l'anneau, on n'aurait jamais pu voir. En tout cas, pas sur des échelles aussi grandes que ça. Je trouve vraiment intéressant les réflexions derrière ce qui se joue, c'est cette prise de conscience sur la responsabilité. À chaque fois, ça revient, hein, cette responsabilité quand il y a une grossesse, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est vrai que la place des garçons dans les parcours d'IVG et d'IMG aussi, ça commence à peine à être pensé, mais oui, ils ont une place. Alors, pas en tant que décideur de savoir si la grossesse est gardée ou pas, mais il n'empêche, au regard de la responsabilité de la fécondation, oui, bien sûr, leur donner des outils pour pouvoir avoir une maîtrise sur leur propre responsabilité en termes de fertilité, c'est hyper important au cas où, justement, il y a des grossesses non désirées ou non planifiées, de pouvoir les penser aussi. C'est sûr que ça leur donne une place d'acteur
et une place qui somme toute équitable, je trouve, dans le jeu et dans le rapport à l'autre. Donc ouais, ça fait sens. Moi, j'aime beaucoup la vision romantique de Léo, c'est ça, ou de Théo? Oui, c'est ça, Léo. C'est ça, ce romantisme de voilà, se préparer à et se préparer en étant infertile. Je trouve que c'est des concepts assez nouveaux qu'on n'aurait pas pu envisager il y a quelques années, qui justement commencent à émerger, qui sont intéressants dans la réflexion aussi des masculinités. À savoir que l'air de rien, ce que dit Léo, c'est aussi de dire que la contraception pour un garçon n'est pas une forme d'impuissance, n'est pas un manque et devient un plus. Et ça, ça signifie beaucoup de choses à l'échelle d'une société. Donc, je suis très, très heureux. C'est très bien aussi ces initiatives dont il parle de proposer de la vulgarisation sur Internet, vraiment pour que chacun puisse faire un choix libre et éclairé. En ce sens-là aussi, sur Torrent, vous avez accès à tous les essais cliniques, en fait, une bonne partie des tests socioculturels. Je te mettrai un QR code aussi qui renvoie vers la base de données en fait derrière. Donc, oui, plus on aura libéré de connaissances pour pouvoir se l'approprier personnellement, et mieux ce sera. Et puis, il y aura de médias aussi qui nous feront un peu de traduction et de vulgarisation, parce qu'on Exactement. n'a pas tous envie de se taper toutes les thèses. Exactement. Donc, j'adore vulgariser tout ça. Et donc, l'une de mes dernières questions, c'était justement les conseils à un jeune qui voudrait se lancer. Et sur Internet, on a tout sur Instagram, grâce au compte de Léo, grâce au compte d'Entrela, de Slow Contraception. Je vais mettre tous les liens vraiment en description parce qu'on peut trouver vraiment très simplement expliqué, je trouve. Moi qui n'y connaissais rien avant de te rencontrer et avant de rencontrer le docteur Delaunay, sincèrement, je peux pas dire que je me connais, mais je veux dire, j'ai des notions qui font... Bon, il y a le côté infirmière aussi qui joue, donc, mais j'ai maintenant plus de notions. Si un jour, du coup, je travaille, comme je te disais, je suis bénévole dans une association de jeunes, et si un jour un jeune me dit, j'aimerais bien je réfléchis à une contraception masculine, j'aurai quelques infos, quoi. Et je me dis, c'est toujours important d'avoir quelques infos en tant que... moi, je suis mère aussi d'un garçon de 5 ans, et je me dis que si un jour, il y a besoin, il faudra que de toute façon, à un moment, j'explique aussi l'éducation sexuelle dans la contraception. Bref. Donc, vous avez tout sur Internet. Je vais en venir à mes 2 dernières questions. Attends, je rajoute un petit point au niveau des informations. Certes, Internet, c'est un bon média. Attention, toutefois, c'est compliqué. On peut trouver tout et son contraire aussi. Je vous invite vraiment aussi fortement à vous rapprocher des plannings familiaux. Ça fait partie de leurs objectifs et de leur stratégie aussi de développer l'équité contraceptive. Donc, n'hésitez pas à aller discuter avec des gens du planning et discuter en réel avec des gens. C'est une bonne porte d'entrée. Ils sont là aussi pour ça. Donc, allez-y, c'est libre, gratuit, c'est anonyme. Informez-vous par cette approche-là aussi. J'ai une question. Est-ce que tu crois que les infirmières scolaires sont informées ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un lien quand même avec les plannings familiaux? De plus en plus. De plus en plus. Ça n'arrive pas encore de l'éducation nationale. Hein. Je pense que ce sera la dernière partie qui passe en ligne. Mais oui, de plus en plus. Alors pour le moment, on est toujours dans le cadre de l'éducation nationale. On en est encore à des initiatives vraiment personnelles. Où c'est des personnes qui individuellement décident en fait de donner l'information, de mettre en place des jeux autour des parcours contraceptifs, etc. Donc ça vient doucement, ça vient par la société civile. Donc oui, mais c'est loin encore d'être banalisé, généralisé. C'est un gros travail. D'accord. Et du coup, j'en viens à mon avant-dernière question. C'est si tu rencontrais le président de la République, qu'est-ce que tu aurais à lui dire par rapport à la contraception masculine? Une chose toute simple, je pense qu'il serait intéressant qu'il travaille avec son gouvernement pour mettre en place une taxe en fait sur les lobbies pharmaceutiques qui ne répondent pas en fait aux besoins de la société civile, un peu comme il y a des taxes de pollueurs-payeurs. Il serait tout à fait possible de mettre en place un cadre législatif qui permettrait en fait de ramener l'argent nécessaire pour justement améliorer l'équité contraceptive et proposer de nouveaux dispositifs. D'accord. Et en fait, avant ma dernière question, j'aimerais revenir sur ce bateau. Quelle est l'histoire de ce bateau, rapidement? Alors, moi, je suis marin à la base. Je suis infirmier, mais mon cœur est
sur l'eau. Donc, je suis revenu sur l'eau là depuis quelques mois et j'allie le côté pro et perso. L'histoire de ce bateau, c'est personnellement avoir un mode de vie qui me corresponde et parcourir l'Europe par les canaux parce que c'est un rêve de gamin. Donc, c'est une longue vedette qui est assez grande pour vivre et puis aussi pour mener des actions en local. Et donc, en parallèle des démarches administratives et réglementaires pour que l'anneau soit certifié, il faut aussi commencer à mettre des petites graines dans la conscience en fait des Européens sur l'équité contraceptive. Et donc, ça passe aussi par se déplacer, aller là où sont les gens. Et le bateau, ça reste un média hyper intéressant pour pouvoir aller faire de la sensibilisation petit à petit partout en Europe, en mettant en place justement des comités d'usagers en lien avec des médecins, des plannings familiaux, de l'événementiel, pour petit à petit que les différentes sociétés civiles et les territoires se saisissent de ces questions-là, les fassent siennes, et que du coup on améliore l'équité contraceptive non plus simplement de manière franco-française mais européenne. Voilà. Génial. Génial. Je voulais revenir simplement, je viens de m'en souvenir là, comme tu parles de ça, tu fais aussi tous les mardis des visioconférences pour expliquer aussi l'anneau contraceptif. Ouais, c'est ça. C'est des permanences pendant 1h30 de 19h à 20h30. Venez comme vous êtes, qui que vous soyez. C'est libre, anonyme, gratuit. Le but du jeu, c'est de papoter ensemble et c'est de lever le frein des pratiques actuelles qui sont de se réunir de manière physique en fait. Mais encore une fois, c'est tout à fait inéquitable par rapport aux gens qui sont isolés dans des endroits. Donc il faut aussi proposer des formats sur Internet. Et donc, c'est des dizaines de personnes tous les soirs avec qui je discute, qui discutent entre elles. Et voilà, et ça permet de faire avancer la cause aussi par cet intermédiaire-là. Merci Maxime pour ça. Et donc, ma dernière question, c'est une question parce que c'est un podcast d'amour. Maxime, aujourd'hui, est-ce que tu t'aimes? Alors oui, aujourd'hui, je m'aime et je m'aime de plus en plus, on va dire. Je reste en phase de reconstruction pour plein de raisons personnelles qui m'appartiennent, mais en tout cas, oui, je vis bien avec moi et je suis assez content d'être là où j'en suis d'un point de vue tant pro que personnel. Voilà, en tout cas, c'est une belle aventure. Moi, je vais te remercier pour ce que tu fais pour le monde, en fait. Pas simplement pour nous, en tant que Français, en tant que Françaises. Non, mais sincèrement, c'est vrai. C'est parce que tu te rends pas compte à quel point entre guillemets, des petites actions et le fait que tu voyages aussi et que tu ailles voir les gens, ça change énormément de choses que d'être sur son petit point à Paris avec son petit projet et de se dire, moi, je vais le monter de Paris et je vais le faire... Enfin voilà, c'est comme tu dis, comme l'histoire du planning familial, c'est vaut mieux aller voir les gens et leur parler en réel et recréer du vrai lien et de l'échange et du partage pour faire avancer les choses. Donc vraiment merci pour ce que tu fais pour le monde. Et j'ai oublié de te demander, il y avait une dernière parce que du coup on a parlé du passé et du présent. Et dans le futur, quel est l'avenir de Thorem, en fait? Thorem, en gros, il faut le voir comme un petit arbre qui grandit chaque jour. Et le but du jeu, c'est que Thorem et puis l'écosystème aussi qui va avec grandissent et puissent devenir aussi un levier et une alternative forte et reconnue sur différents territoires aux pratiques des lobbies pharmaceutiques, pour venir proposer en contrepoint en fait une alternance qui soit beaucoup plus humaine, beaucoup plus écologique et proche des territoires. Et le développement de Thorem et au travers de la fabrication des anneaux va s'inscrire dans ces dynamiques-là de circuits courts, de laboratoires mobiles avec la création d'emplois sur des territoires déterminés pour pouvoir justement continuer à être toujours au plus proche des gens et à conserver justement ce lien en fait avec nous tous. Donc, voilà, Thorem un jour sera un grand chêne parmi une grande forêt. Et voilà. Super. Je voulais savoir, tu m'avais parlé d'imprimante. Est-ce que c'est toujours en cours ou pas du tout? Ouais, ça sort début mars. Début mars, donc en plus de vous pouvoir vous informer sur le site de Thorem, on a développé, ça fait quelques années que je travaille sur la possibilité de se fabriquer soi-même en fait des
des anneaux aussi. Voilà, les premières, les premières possibilités, on va dire, où j'ai filé la main à pas mal de gens, en fait, ont été catastrophiques et ont donné de très mauvais résultats. Du coup, je me suis repenché sur le sujet avec un ingénieur. Et donc là, ça fait 1 année qu'on travaille sur le sujet. On va pouvoir proposer, en fait, une réelle innovation qui va répondre, en fait, aux besoins un peu des makers, des gens qui ont envie de fabriquer par eux-mêmes, de se réapproprier par la technologie, quelque chose de simple, de efficace et surtout qui va être sécurisé et sécurisant pour que les gens puissent éviter de faire n'importe quoi et avoir une pratique, certes au niveau de la technologie, une réflexion, mais aussi une pratique contraceptive. Et donc ça, ce sera en open source et accessible à tous à partir de début mars. Bah, Voilà. super. Bah, merci Maxime. Je vais avec plaisir. Franchement, ça a été super intéressant, super important. Je suis sûre que ça va passionner énormément de gens. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Amour et zam. Amour.